Rêver. Bienvenue au Moyen-Âge. Bonjour chers amis médiévistes, ici Ricardus Alinkita pour un nouvel épisode de la chaîne des temps consacré cette fois, comme promis, à l'ordre de Fontevraud fondé par l'ermite Robert d'Arbrissel en 1101. Donc nous sommes au début du XIIe siècle et une pratique monastique venue d'Orient se répand en Occident depuis le Haut Moyen-Âge, notamment par le biais du monachisme irlandais. Je veux parler du Sunnaï-Saktisme. Je vous le mets en bas en sous-titre, c'est un mot grec qui signifie en fait vie commune en quelque sorte, c'est-à-dire que les moines, ça remonte aux pères du désert, donc aux pères d'Orient, aux ermites anachorètes, pratiquaient donc des moments où ils pratiquaient une vie commune, alors parfois une nuit, parfois plus longtemps, avec des femmes, pour résister au péché de chair, mais aussi pour parfois arriver à une forme de vie spirituelle commune, et d'être aussi soutenus l'un par l'autre, tout en, bien entendu, résistant au péché de chair. Donc cette pratique apparaît dans un texte notamment très connu de Jean Cassien, un texte bien connu des moines en Occident. Elle est condamnée pourtant, notamment par Saint Jean Chrysostome, notamment, mais la pratique perdure. Les moines irlandais, donc là on est 7e, 8e siècle, en Occident, la pratique plutôt comme une forme de contrainte, c'est-à-dire de pénitence, voilà. Quand ils ont des péchés de chair, si vous voulez, ils combattent un peu le mal par le mal, voilà. Et ils se mettent, donc ils dorment, ils passent la nuit avec une femme pour résister à ces péchés-là. On a ça notamment chez les moines de Saint-Colomban, donc les Colombaniens, qui ont essaimé notamment en France, comme par exemple à Luxeuil, puis ou en Italie du Nord, à Bobbio, voilà, au 7e, 8e siècle essentiellement. Après, ce monachisme décline avec la montée notamment du monachisme bénédictin. Mais il faut savoir qu'il est quand même condamné majoritairement par les prélats et par les papes. Ces prélats qui voient d'un mauvais œil ces hommes et ces femmes cohabiter au sein d'une abbaye. Bon, il y avait quelques monastères comme Nivelles qui le pratiquaient, dans ce qu'on appelait la France d'avant la France, donc il y avait différents petits royaumes au Moyen-Âge. Mais donc, un des ermites les plus connus en Occident, là on est donc, entre le Haut Moyen-Âge et le Moyen-Âge central, on est à la fin du Xe siècle, c'est Robert d'Arbrissel, donc qui lui était un ermite. Alors on raconte que ce Robert d'Arbrissel, donc qui est d'un breton, comme son nom l'indique, et il serait le fils d'un prêtre marié. Alors il n'y avait pas grand chose de scandaleux à l'époque, on est à la toute fin du XIe siècle, la réforme grégorienne met du temps, donc la réforme grégorienne environ de 1049 à 1099 met du temps à pénétrer les campagnes, et il y avait fréquemment des prêtres mariés. Ça posait guère de problèmes. Ça allait certes à l'encontre de certaines lettres de Saint Paul, où on a aussi un passage dans l'évangile de Saint Matthieu, effectivement, qui préconise qu'on ne peut servir à la fois Dieu et sa femme, ou sa famille, et qu'effectivement il est de meilleure loi pour les prêtres d'être célibataires, mais c'était encore... Le célibat des prêtres n'était pas du tout universellement pratiqué en Occident. Et ce Robert d'Arbrissel, donc, fonde une communauté, voilà. Et donc on est à Fontevraud, c'était l'année 1101. Et en fait, il ne faut pas se méprendre, c'est un monastère double, mais il n'est pas mixte. C'est-à-dire que il y a 4 prieurés en fait à Fontevraud. Et les moines et les moniales ne cohabitent pas en fait. Certes, une abbesse qui était donc la première abbesse, c'était Pétronie de Chemillé, dirigeait l'ensemble. D'ailleurs, ça a fait récriminer bien des moines localement. Les moines qui étaient à l'abbaye n'étaient pas, franchement, trouvaient ça limite, voire scandaleux, et les prélats autour aussi.
Et d'Arbrissel, lui, n'a jamais pris le titre d'abbé à Fontevraud et se permettait, la nuit, comme c'était le chef de la communauté, de rejoindre des anciennes femmes de mauvaise vie, notamment des prostituées, qui donc avaient pris l'habit, un peu à l'image de la tradition de Madeleine en fait, hein, et il allait passer des nuits avec elles dans la pure tradition de la Sunnaï Sakté. Voilà. Donc c'était lui, on sait qu'il le faisait, on a des lettres notamment qui mentionnent ça. Voilà. Alors, l'ordre de Fontevraud était donc divisé en 4 prieurés. Il y avait bien sûr le prieuré des moines, celui des moniales, il y avait aussi celui des filles repenties. Enfin, il y avait 4 prieurés différents, avec une majorité de femmes, donc. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, après, l'ordre a compté plus de femmes que d'hommes. Et donc, comme Cluny, c'est assez intéressant de le notifier, il disposait donc d'une exemption, c'est-à-dire que l'évêque du lieu n'avait aucun pouvoir sur l'ordre, l'ordre relevait directement du pape, comme la congrégation de Cluny. Donc ça peut s'expliquer notamment par le fait que peut-être les prélats locaux étaient contre ce type de pratique, de cohabitation. Voilà. Donc il faut savoir que la règle, notamment qui a été retoquée donc par Pétronille de Chemillé pour les moniales, s'inspirait de la règle bénédictine, voilà, tandis que la règle écrite plus par d'Arbrissel pour ses moines était plus inspirée de la règle des chanoines, et donc une tradition de Saint-Augustin, voilà, augustinienne. Donc il y a eu différents prieurés, voilà, en France, en Espagne notamment, qui ont essaimé, qui sont revendiqués de cet ordre. Donc il y a eu des abbayes, des prieurés filles. Et donc, avec des abbesses assez célèbres parfois, notamment parfois, il y a eu la sœur de Madame de Montespan, qui était abbesse de Fontevraud, nommée par Louis XIV. Là, une femme d'une grande culture, que Louis XIV appréciait, même du temps de la Maintenon, il a gardé sa correspondance avec Gabrielle de Montespan, abbesse qu'il appelait donc la reine ou la perle des abbesses. Mais là, on n'est plus du tout au Moyen-Âge. Et en fait, l'ordre se maintient, bon an, mal an, jusqu'à la Révolution, jusqu'en 1790, où il est dissous. Et à Fontevraud, donc, l'abbaye est transformée en prison. Et en fait, l'ordre de Fontevraud cesse d'exister véritablement dans les années 1950. Voilà, donc cet ordre-là, quand même en Occident, hein, demeure, pour récapituler un petit peu, demeure, on va dire, l'ordre de référence par cette particularité, donc, notamment à Fontevraud même, donc de mettre moine et monial sous la direction d'une... En l'occurrence, c'était souvent des abbesses à Fontevraud, de par la tradition, mais d'une même autorité religieuse, on va dire. Et les moines venaient donc dans le cloître des femmes pour donner les rites religieux, la messe, la confession, et j'en passe. Donc voilà, ce monastère double a été très réputé au Moyen-Âge. Il faut savoir que Richard Cœur de Lion est enterré dans la nef de l'église abbatiale, hein. Aliénor d'Aquitaine aussi, avec son deuxième époux Henri Plantagenet. Donc, elle a été d'abord mariée donc, à Louis VII, puis ça s'est très mal passé entre eux. Notamment, il y a un épisode où ils étaient tous les deux en Terre Sainte. Louis VII l'a plus ou moins accusé Aliénor de flirter avec son oncle. Enfin, ça s'est très mal passé. Ils sont revenus, ils ont divorcé, et après, donc, elle a marié donc, le roi d'Angleterre. En lui apportant forcément dans son bagage, entre guillemets, toute l'Aquitaine. Donc ça a été un des problèmes majeurs des domaines anglais, des domaines d'Aquitaine, la grande Aquitaine, hein, en gros de Biarritz jusqu'au Poitou, hein, qui appartenait au roi d'Angleterre et qui n'aura jamais été vraiment bien réglé après ça, même par Saint-Louis et son traité, hein, ou disant que le roi d'Angleterre devait prêter l'hommage pour ces terres. Mais malgré tout, ça s'est enquisté, et
pour diverses raisons, ça mènera à la guerre de 100 ans, voilà. Mais ça, c'est pas notre sujet. Donc, Aliénor est enterré là-bas, vous pouvez voir son gisant, ainsi que son fils Richard et sa femme. Enfin, il y a Aliénor, Henri VII, Richard et sa femme. Voilà. Tous les 4 sont là-bas à Fontevraud, pour vous dire. Donc, le prestige au niveau des plantes à jeûner, mais après également, hein, au niveau des Capétiens, quand la Normandie repasse française, définitivement au XVe siècle, à la moitié du XVe siècle, dans les années 1440, et aussi les Bourbons, après quand les Bourbons règnent en France, Fontevraud sera une abbaye très réputée, notamment par son ancienneté, par sa particularité, donc son caractère double, et son caractère de nécropole royale en fait, hein, de facto. Ce qui expliquerait notamment les abbesses apparentées à la famille royale. On a eu des femmes Bourbons aussi qui ont été sur Fontevraud. Vous pourrez vous renseigner, vous pourrez trouver des listes d'abbesses. Voilà, donc Fontevraud se visite, bien sûr, aujourd'hui, hein, je vous conseille d'y aller. Il y a différents bâtiments, vous pouvez voir ce qui reste des cloîtres, voilà, l'ancienne prison aussi, les restes de tout ça. Voilà. Sur l'ordre de Fontevraud, je suis sûr que vous arriverez à trouver des ouvrages. Là, c'était juste une vidéo assez générale pour vous intéresser à la question, j'espère. Donc voilà. Nous, on fait une légère pause sur la série, Le Nom du Graal. On reviendra, on l'espère, aux alentours de Noël, avec le personnage d'Igerne notamment. Et donc, on va continuer notre voyage médiéval autour des ordres et des hérésies. Voilà, donc je vous dis pas le prochain épisode de la chaîne des temps, on garde le suspense. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions plus spécifiques sur l'ordre, vous pouvez m'écrire en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. On a un Tipeee, si vous voulez nous soutenir activement, ce sera apprécié. Et abonnez-vous s'il vous plaît, on manque d'abonnés. Voilà, à la prochaine, Pax TV.